Bonsoir. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, de l'eau dans le gaz. Eh bien, de récents événements ont emmené certains observateurs à se poser cette fameuse question. On en parle en petit débat. Et ce soir, le juriste et politologue Geoffroy-Julien Kwao sur notre compagnie en seconde partie d'émission. Avec lui, nous parlerons de la situation politique dans notre pays, avec notamment l'élection de M. Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous rejoindre pour ceux qui ont rejoint la grande famille de Life TV. Si vous êtes là depuis le début, merci de choisir la télé sans filtre. Permettez-moi de vous saluer de chez vous, vous, membres de ma très chère famille, chez vous à la maison, ceux que je connais, ceux que je découvre, ceux qui me connaîtront. Et puis, sur ce plateau, c'est sûr que j'aide aussi de la famille. Mon frère André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va, toujours dans la fraternité comme vous dites. Très très bien. Et puis je l'ai découvert il y a quelques minutes. Bonsoir à mon oncle Alain Toussaint. Bonsoir fiston Brico, ça va? Et les parents, ils vont bien? Ça va très très bien tonton. Oui. Et si vous êtes mon tonton, c'est que nécessairement ou naturellement... André est mon frère. Non. Non? Parce que je suis le frère de Brice, donc vous êtes aussi mon tonton. Voilà. Vous? Ouais. Non. Vous n'êtes pas sûr. Jamais, je refuse. Alors, très chère fille Edith Broubleu, comment allez-vous? Je vais très bien, très très bien. Si je suis votre père, eh bien c'est monsieur... Ce sont mes oncles. Voilà. Bonsoir, cher frère Geoffroy Kwao. Bonsoir Brice. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire est très attachée à la filiation. Nous sommes tous une grande famille. Il y a un vent de Exactement. fraternité qui souffle sur Qui le souffle pays. sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire fraternelle, c'est le Exactement. mot. Après, on découvre des parents et c'est toujours très très bon. Après, certains ne savaient pas qu'ils étaient Parentés. des enfants et parents, Oui. parentés. Vous l'avez dit. Moi, j'ai découvert André, je ne savais pas qu'on était frères. Écoute, il faut regarder ta généalogie. Il y a hein, des tu vas voir. familles, hein, vaut mieux ne pas y être. Hein. Vous êtes gris tous les deux, donc ça Ouais, tu as vu, forcément, il y a... Eh bien, tout ça, ça a été un peu porté par Monsieur Charles Blé Goudé. Oui, alors, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, on en parlait, sont-ils en de bons termes? Eh bien, c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui et c'est exactement ce dont nous allons parler en première partie d'émission. André, votre regard, vous qui avez été un peu en contact avec Charles Blé Goudé ces dernières heures, avez-vous le sentiment que le torchon brûle ou brûlerait entre lui et M. Laurent Gbagbo? Bon, en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que le torchon n'est pas très bien tenu entre Charles Blé Goudé et les partisans de Laurent Gbagbo. Ça, c'est des choses qu'on a eu à remarquer. Maintenant, entre les deux, est-ce qu'on peut dire que le torchon brûle? Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire parce que j'ai rarement vu une proximité de cette nature-là être, j'allais dire, finalement ignorée récemment dans tout ce qui est arrivé à Blé Goudé. Je pense que, au regard de la proximité qu'ils avaient, le fait que Blé Goudé n'ait pas été au cœur des préoccupations ou des sujets publics du président Laurent Gbagbo montre bien que Blé Goudé ne fait pas partie de son agenda. Peut-être qu'après, mais en tout cas récemment, Blé Goudé ne faisait pas partie en tout cas des personnes pour qui Laurent Gbagbo était prêt à se mouiller. Bon, vous avez dit un mot tout à l'heure qui m'interpelle, vous avez dit préoccupation, jusque-là tout va bien, et public. Est-ce que tout a besoin d'être dit ou être fait en public? On peut se poser cette question, Geoffroy. Oui, mais il faut dire d'abord que M. Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo n'appartiennent pas à la même famille politique. M. Blé Goudé a son parti, le COJEP, M. Laurent Gbagbo a le sien, le PPACI, et donc ils ont des trajectoires politiques différentes. Ils ont eu un Certes, destin, ouais. oui, certes, dans un passé récent, ils étaient alliés, mais vous savez que depuis le retour de M. Laurent Gbagbo et le non-retour de M. Charles Blé Goudé avec lui, on voyait déjà des dissensions apparaître.
Et dites-moi-le. Je rajouterais même que le volcan s'est animé d'une certaine manière parce que c'est vrai que vous parlez de trajectoires politiques différentes, mais c'est le père et le fils. En tout cas, c'était le père et le fils jusqu'à la libération et au retour du président Laurent Gbagbo. Pour les relations qu'ils avaient et surtout pour la proximité qu'ils avaient lorsqu'ils étaient ensemble à La Haye, le fait... Proximité supposée. Hein, non, supposée, bien sûr, oui, c'est vrai, mais on les voyait lors de leur audition pendant le procès, et on sait déjà les relations qu'ils avaient auparavant, mais jusque-là, pas de déclaration commune, même si l'un n'est pas revenu, n'est toujours pas de retour, alors que l'autre est présent. On aurait par exemple eu des déclarations communes entre ces deux personnes qui se connaissent depuis de nombreuses années, qui ont du respect pour l'un pour l'autre. On aurait par exemple eu des sessions d'échange avec les membres du parti de Laurent Gbagbo et ceux du COJEP, mais on n'a rien vu de cela. Et on a surtout eu une déclaration sur les réseaux sociaux de Charles Blé Goudé qui dénonçait le fait d'avoir une certaine pression d'un parti politique. Alain Toussaint, vous êtes journaliste expert en communication. Il y a des indices, il y a des indicateurs qui peuvent laisser vraiment de façon très factuelle croire qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Quand il dit par exemple, morceau choisi, j'ai choisi Simone. Écoutez, je voulais d'abord vous répondre par une question. De quoi Blé Goudé est-il le nom? Je vais quand même rappeler qu'en 2002, quand se déclenche la rébellion, il était en Angleterre et il rentre au pays pour se poser en défenseur de la République. Pendant 10 années, il a quand même incarné une forme de résistance et de fidélité à Laurent Gbagbo. Il se trouve que pendant cette décennie de règne de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, Charles Blé Goudé n'a jamais été accepté par les proches du président Gbagbo. Donc il faisait un travail politique qui n'était pas reconnu. Et je peux vous assurer que même durant son exil au Ghana, les mêmes récriminations à son égard, les mêmes moqueries avaient cours. Et il est passé par la case ministre. Il est passé par la case ministre, disons pour la forme, parce qu'en réalité, il aurait pu être ministre bien avant. Mais là, dans une période quand même de trouble, on s'est dit que c'était un bon élément à utiliser. Donc il a toujours été l'instrument de mobilisation de l'ancien camp présidentiel. Et Charles Blé Goudé n'avait pas cette légitimité politique parce que, n'étant pas un des membres importants du Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo. Arrive donc son extradition à la Cour pénale internationale, où il va cohabiter pendant 8 ans avec Laurent Gbagbo, avec le président Gbagbo. Et puis, bon, bien sûr, des liens se créent. Mais tout le monde sait, pour ceux qui sont au fait enfin, en tout cas, de certaines informations. Quand vous dites des liens, pardon Alain, quand vous dites des liens secrets. Oui, les liens secrets. Ils existent. Oui, mais forcément, parce qu'ils sont tous les deux d'abord originaires de Côte d'Ivoire, ils sont en détention, ils sont dans le même quartier voilà, pénitentiaire. Mais moi, j'ai envie de dire, les liens étaient déjà créés. Oui, les liens existaient, mais là, ils vont en quelque sorte se renforcer quand même. Rapprocher beaucoup plus. Voilà, se rapprocher. Qui n'était pas là. Voilà, le problème, c'est que, en dépit de son détention, de sa détention, Charles Blé Goudé n'a jamais eu, comme on dit, la faveur des supporters de Laurent Gbagbo. Et ça, il le vit voilà, très mal. Même quand il fait des posts sur les réseaux sociaux pour faire un certain nombre de déclarations, c'est à l'endroit de ces personnes-là. Et il se trouve aussi que le président Gbagbo n'a pas non plus calmer ça. Calmer ses partisans qui considèrent que Charles Blé Goudé n'avait qu'une seule option au niveau politique, c'est rejoindre Laurent Gbagbo dans tous ses choix politiques. Et je pense que, voilà, le problème, il est là. C'est un contentieux majeur parce que le commanditaire lui-même, n'a pas forcément apporté la légitimité, le soutien qu'il faut à Charles Blé Goudé. D'accord, on revient. Non, moi, je ne partage pas totalement l'avis de Toussaint Alain. C'est sur le fait que je pense qu'un homme politique de l'envergure de Charles Blé Goudé, on ne lui donne pas cette légitimité-là. Moi, je pense que c'est l'appareil de Laurent Gbagbo qui est contre Charles Blé Goudé, ou en tout cas qui lui cherche des doigts, comparativement à ce que je peux appeler ses partisans ou ses militants.
Je pense qu'il y a une vraie nuance à faire. Ce qu'elle Pourquoi? veut dire, c'est que Mais c'est ce que justement, j'ai dit. face Oui, à cette c'est exactement opposition-là, la même chose que la nous disons. bénédiction, entre guillemets, aurait pu venir de Laurent Gbagbo. Non, non, je suis d'accord, mais je dis, moi, je prends un appareil politique que je veux dissocier des militants. Parce qu'on disait que Charles Blé Goudé était le ministre de la rue, tout ça. Je pense que ce socle de sympathie chez les sympathisants, chez ceux qui aiment Gbagbo, je pense qu'il a. Le vrai problème, c'est l'appareil. Donc je comprends pourquoi il crée son appareil, parce que c'est ceux qui tiennent l'appareil de Laurent. Un peu comme ce qui se passe avec Afi. C'est-à-dire qu'ils sont dans une bataille, parce qu'on sait que le socle de militants, de sympathisants de La Laurent base, Gbagbo, ils sont oui. là. Mais comment, justement, qui est-ce que le président va adouber et qui va réussir, justement, à ne pas fâcher toutes les parties? Moi, je pense que c'est ce que, pour finir là-dessus, c'est ce que Blé Goudé réussit. C'est-à-dire que, de toutes les façons, publiquement, il ne s'est jamais opposé à Laurent Gbagbo. Même si on sait qu'il y a une course à la succession de Laurent Gbagbo qui va arriver tôt ou tard, mais il ne s'oppose pas et donc, vis-à-vis des Est-ce qu'il militants, je pense revendique qu'il a une même forme une forme de vigilité. succession? Mais c'est ce que j'allais dire, parce Ok. que... Allez-y, Geoffroy, allez-y. Non, il ne revendique pas une sorte de succession. Le problème aujourd'hui, c'est que on assiste à un choc des ambitions. Hier, M. Charles Blé Goudé n'avait pas d'ambition présidentielle. Il avait besoin seulement de visibilité sur l'espace public. Non seulement il a besoin de visibilité, mais on le voyait comme étant l'instrument qui servait Laurent Gbagbo pour la mobilisation. Oui, le bras. Et donc, Évidemment. c'était pas forcément peut-être lui qu'on aimait, mais on l'aimait parce qu'il était celui qui... Mais il qui va ramenait- terminer. Oui, mais aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé a une ambition qu'il affiche clairement. Il veut être président de la République, chef de l'État. M. Laurent Gbagbo aussi affiche clairement ses ambitions présidentielles pour 2025. Vous voyez que ce sont deux ambitions antagonistes. Et donc, chacun veut tracer sa voie. Parce que les deux ont la même base électorale. Et donc, il est évident que chacun va essayer de ratisser d'abord l'âge au sein de sa sociologie politique et après aller vers les autres. Et si vous remarquez bien, d'ailleurs l'actualité le montre bien, les uns et les autres essaient de faire des rapprochements politiques actuellement, mais c'est dans l'objectif de 2025. Ce qu'on sait, c'est que Charles Blé Goudé affirme se rapprocher, ou en tout cas avoir choisi, dans la guerre des clans, avoir choisi le camp Simone Gbagbo. Non, mais cela s'est imposé à lui, puisque je vous ai déjà fait ce rappel un peu historique. Il a toujours été le mal-aimé du camp Gbagbo, en dépit des énormes services politiques qu'il rendait à ce camp-là. Je ne vais pas rappeler ici des propos entendus, parce que cela relève quand même du secret professionnel. Mais Le camp Gbagbo où se trouvait il y a quelques mois seulement encore Simone. oui, Non. mais bon, Simone elle-même aussi n'a pas toujours été acceptée, compte tenu de ses ambitions politiques. Parce que dans ce camp-là, et comme dans d'autres camps, il y a un leader. Il n'y a pas de demi-leader ou de tiers leader. On a un chef, on est derrière lui. Et dès lors qu'on n'affiche pas clairement cet engagement en faveur du chef, on est tout de suite mis sur le bord de la route. Et Charles Blé Goudé, on l'a dit, ces derniers temps, ces dernières années, il a clairement eu une posture de candidat à une future élection présidentielle. Et c'est son droit d'ailleurs, moi je salue cela. Parce qu'on ne peut pas être, comme on dit indéfiniment, un colleur d'affiches, voilà, ou un porteur de sac d'un leader. Donc c'est bien, il prend ses responsabilités, mais c'est aussi une réponse, comme on dit, à l'absence de reconnaissance qu'il n'a pas obtenue lorsqu'il était pleinement engagé pour le président Gbagbo. Alors, sur ça aussi, récemment, pour montrer aussi l'ampleur de ce qu'on peut appeler la dissension, c'est que chaque fois que Blé Goudé prend la parole publiquement, récemment, ce qu'on remarque, Ça c'est irrite. que ça irrite toujours au niveau du PPACI. Parce qu'on aurait pu penser que, même s'ils sont de partis différents, mais c'est des partis quand même du même conglomérat, si vous voulez. Ils sont Sociologique, quand même oui, de la gauche. Ils sont... Oui, bien sûr. Or là, il se trouve que chaque fois que Blé Goudé prend la parole, l'histoire des oncles et des machins, vous en parlez, chaque fois que Blé Goudé, là, il prend cet exemple, mais ceux qui sont allés rechercher et les propos contre Alassane Ouattara et les propos justement de la sortie de Laurent Gbagbo à la suite justement de la rencontre avec Alassane Ouattara, ce sont des gens du PPACI parce qu'ils veulent toujours démontrer que de toutes les façons, il y a un soupçon qui plane sur Blé Goudé et il faut l'entretenir. Mais ça, on peut se dire, c'est un peu désolant ou dommage, sachant qu'il faisait partie quand même des meilleurs capitaines d'infanterie
Laurent Gbagbo. Je peux à vos propos, André, rajouter le saut aux suppositions, parce que je ne sais pas sur la base de quoi vous affirmez que ceux qui font ça sont du PPACI. Non, je dis seulement, parce que je regarde les publications. Sur les réseaux sociaux, c'est visible. Les gens qui publient. Non, mais c'est l'éternel combat entre Je nuance, moi. les supporters du président Gbagbo et Charles Blé Goudé. On l'a déjà dit ici sur ce plateau, quand en 2013, je crois, il est extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire, les premières personnes à parler de deal entre Blé Goudé et le pouvoir, c'était les partisans de... Et c'est exactement les mêmes suspicions qui planent et qui ont toujours plané sur Afine Guesson, d'où certainement la scission et l'enveloppe vide finalement qui a été remise. C'est à peu près le même schéma de manque peut-être de légitimité ou d'acceptation de la base politique Non, parce que la base politique peut dire, nous on a un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo, et il y a des velléités de positionnement. Oui, mais Blé Goudé n'est pas membre du FPI. Il n'a jamais été membre du FPI. Il était un acteur de la société, disons, politico-civile, qui a porté et incarné la résistance, disait-on, de la jeunesse à l'agression que subissait Laurent Gbagbo. Et la Côte d'Ivoire, souvent. Et la Côte d'Ivoire, pardon. Enfin, quand il dit Laurent Gbagbo, il était le chef de l'État, donc il incarnait la République. Et donc, Blé Goudé était un de ces acteurs-là. Mais il n'était pas membre du FPI en tant qu'organisation politique. Et même quand il rendait ses services en organisant des manifestations, cela ne paraissait pas suffisant aux yeux même de ceux qui étaient les responsables de ce parti-là. Donc c'est ce combat-là, je parlais de légitimité, qui continue encore. Parce que dans ce camp, il n'y a qu'un seul candidat, un seul leader, c'est Laurent Gbagbo. Et en Blé Goudé, on voit un futur adversaire qui, effectivement, irait sur le même matelas électoral que le leader charismatique. Donc ça, c'est quand même un problème. Et ce qui est intéressant aussi, la question à se poser, c'est la suite, en fait, de tout ça, parce qu'il sera certainement de retour... très bientôt. Voilà, très bientôt. On a également Afine Guesson, donc, qui est du FPI, qui font tous partie de cette même base politique. Peut-être que, finalement, tout va se jouer en termes de tension politique entre les trois. Je veux dire le PPACI avec le président Laurent Gbagbo, Afine Guesson et certainement Charles Blé Goudé avec le COJEP. Et peut-être que les regards seront certainement moins tournés vers le parti au pouvoir, donc le RHDP, et qui peut-être pourra profiter de cette dissension entre ces trois pour pouvoir placer ses pions et peut-être se positionner d'une certaine manière. Moi, je pensais au départ qu'il y aurait peut-être une dissension quand Blé Goudé allait arriver, mais je n'y crois pas trop. Je pense que Blé Goudé va, ou bien il aurait intérêt à construire d'abord une base politique. Il a parlé de base politique sociologique, c'est-à-dire avoir une base. Afine Guesson, l'avantage d'Afine Guesson, c'est que déjà il a une base. Il est député, il est président du conseil régional, et ça, je pense que c'est quelque chose... Ah non, forcément, je parle de dissension entre le président Laurent Gbagbo et ces deux. Donc, mais les deux, Charles Blé Goudé et Afine Guesson, certainement qu'il y aura une alliance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque d'abord à Charles Blé Goudé. Je pense que son agenda, ça va être ça d'abord, comment construire une base. Exactement. Et à partir de là, puisque la succession de Laurent Gbagbo n'est pas encore là clairement, mais je pense qu'avant d'y prétendre, il faut quand même qu'il se constitue une base. Je pense parce que justement, vous dites une chose, et c'est une nuance importante. En tant qu'animal politique, permettez-moi l'expression, Charles Blé Goudé, c'est très fort. Mais après, on regarde au-delà de vous, combien de personnes vous mobilisez. C'est pour ça que vous dites de façon très pertinente qu'il est important justement de constituer une base pour représenter une forme de poids. Et d'avoir des alliés. Bon, une chose est sûre, le prochain jour, nous en dirons plus. On a essayé de décrypter un tout petit peu la situation aujourd'hui des rapports entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. De toute façon, il l'a dit encore il y a quelques jours, c'est son père, il reste son père, qui a un frère, voilà aussi. Parce qu'après, les gens lui auraient reproché une photo où il y avait son oncle. Donc il est obligé de rappeler que le frère de son père est son oncle. Voilà. Mais c'est un reproche qui n'est pas fondé, en ce sens que l'effigie du président de la République constitue une institution paraconstitutionnelle. C'est ce qu'on appelle les institutions symboles.
Et donc, l'effigie du président de la République dans une ambassade est normale. Et M. Blé Goudé affiche des ambitions présidentielles. Il veut être chef d'État. Donc, il se donne des postures d'homme d'État. Et il ne peut que s'incliner devant les institutions de l'État. Et l'effigie du chef de l'État fait partie intégrante des institutions ivoiriennes. Les voix dans ma tête et les mauvaises disaient que ce n'était pas le seul lieu pour faire des photos. Il y a un message peut-être qu'il voulait passer, parce qu'il dit, c'est une ambassade, il y a la photo. Non, mais c'est le message qu'il dit, C'est ça. c'est donner une posture présidentielle. C'est un républicain, C'était pas... C'est ça. Oui, c'est un républicain, Voilà. tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. On part à Que dit la loi. Mélissa Djedje, comme tous les... Enfin, régulièrement les mardis, est en notre compagnie. Et celui-là, quand même, c'est un rendez-vous qu'on respecte. À tout de suite. On permet à André d'aller souffler un tout petit peu, hein, quand même. Il a beaucoup de gestes quand même sur le plateau. Et vous prenez la place d'André. Mélissa, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Que dit la loi, très chère Mélissa? On parle de présomption d'innocence ce soir. Oui, je me suis dit que c'était à propos, compte tenu de l'actualité avec cette affaire de drogue et de blanchiment d'argent. Exactement. Donc, on va parler de la présomption d'innocence. Donc, je pense qu'on a tous entendu parler, plus ou moins. On se doute, on sait un peu qu'est-ce que c'est. C'est le principe... On regarde les films. Voilà, on regarde les films. Donc, c'est le principe selon lequel on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, jusqu'à ce qu'on soit condamné par un tribunal. Donc, ce principe est un droit fondamental. Donc, ce qui veut dire que c'est garanti par la Constitution ivoirienne, dans son article 7, précisément l'alinéa 4, qui dit en fait que tout prévenu va être présumé, donc considéré innocent, jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable lors d'un procès équitable, lui offrant en fait toutes les garanties nécessaires à sa défense. Très bien. Donc, M. Alain Toussaint, par exemple. J'allais prendre un exemple sur toi, mais... Non, mais moi, Comme d'habitude. Je dévance. J'ai senti le truc. Tu as voulu esquiver en même mais temps. ne me condamnez pas avant d'avoir été jugé. Mais voilà, justement, M. Alain Toussaint, que j'accuse, moi, dans ma tête et dans mon esprit, d'avoir chopé mon téléphone, eh bien, je m'arrange comme je peux, je le fais arrêter, on le garde en vue, après, on le transfère à la maison d'arrêt en attendant son procès. Mais ça ne veut pas dire que M. Alain Toussaint est coupable. Effectivement. Donc, la mise en accusation ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'il y ait le jugement définitif qui reconnaît la personne coupable. C'est seulement là qu'elle va être reconnue comme judiciairement coupable. Parce que nous, au quartier, dès qu'on voit le gars que la police est venue chercher, qu'on l'envoie quelque part, c'est lui. Voilà. Et il faut faire vraiment attention. Parce que, comme on dit, c'est un droit fondamental. Donc, c'est garanti par la loi suprême, donc la loi qui chapeaute toutes les autres lois. Donc, la présomption d'innocence, ce que ça crée, c'est que c'est le gouvernement qui a la charge de prouver que la personne est coupable. Donc, ce n'est pas la personne qui est accusée de prouver qu'elle est bel et bien innocente. C'est à l'État, donc au procureur de la République, de prouver que l'accusation en question qu'il a portée contre l'individu, il a bel et bien toutes les preuves probantes pour prouver son accusation. Autrement, l'individu repart libre. Donc, dans l'exemple que vous avez donné concernant M. Alain Toussaint... Et le portable, oui. Et le téléphone, il va falloir que l'accusation, donc que le procureur de la République, prouve que M. Alain Toussaint est bel et bien l'auteur du vol en question. Autrement, malgré qu'il ait été mis en accusation, va être libéré. Donc, il ne sera jamais, de par la loi, reconnu coupable. Donc, il faut faire très attention. Et pourquoi je veux indexer, et je me suis dit qu'on va prendre ce sujet, c'est parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, oui, dans le cadre judiciaire, avec des procédures pénales, certaines les agents qui ne respectent pas certains droits fondamentaux peuvent même eux-mêmes encourir des peines de prison allant de 3 mois à 1 an. Mais surtout, la loi de la presse, je pense qu'on l'avait vu dans un de nos numéros, condamne en fait toute diffamation. Et le non-respect de la présomption d'innocence peut être considéré comme de la diffamation. Parce que jusqu'à ce qu'un tribunal reconnaisse l'individu coupable, il est innocent et c'est garanti par la Constitution. Donc, c'est un droit qui est fondamental et il faut faire attention. Et j'incite nos internautes à faire preuve de plus de prudence et de pondérer leurs propos. Parce que quand on parle de la loi de la presse, ça ne touche pas juste vous et moi aujourd'hui qui sommes à la télé, mais les internautes également avec l'ère des réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas, parce que des personnes ont été mises en accusation, sauter tout de suite à des conclusions hâtives. Et je dois faire attention à ce que je dis et sous-peser mon propos. Et ce n'est pas parce que, par exemple, Brice est l'ami de Alain Toussaint que Brice est forcément coupable. Et je dois faire attention à ce que je dis. Parce que si aujourd'hui, ces personnes-là
intente une action en justice contre moi, je peux être très mal placée parce que, comme je dis, il y a une présomption d'innocence, donc je suis considéré innocent. Donc c'est à vous de prouver. Je suis considéré innocent jusqu'à ce que je sois reconnu coupable vis-à-vis des tribunaux. Donc c'est une preuve qui est très lourde pour la personne en question qui pourrait être poursuivie de diffamation. Alors ça tombe bien, on a 2 juristes sur le plateau ce soir. Donc on fait attention quand même. Voilà. Moi c'est surtout ça. Mais, et en cas de flagrant délit, C'est ce que j'allais dire. Par exemple, il y a une vidéo qui me montre en train de prendre le portable de Brice. Oui, mais le flagrant délit n'exclut pas le procès. C'est-à-dire que le flagrant délit va éviter l'information, c'est-à-dire les enquêtes et autres. Et là, on aura un jugement en référé, c'est-à-dire de façon accélérée. Dans les 48 heures, on vous juge, on vous condamne, et une fois que vous êtes condamné, vous êtes coupable. Donc, le principe, comme elle a si bien mentionné, c'est la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. Parce que, vous voyez, la procédure pénale commence par la garde à vue. Monsieur Alain Toussaint sera recherché par la police, il sera amené au commissariat. Ne leur donnez il pas va des idées. faire 48 heures. Il va faire 48 heures. Après, il sera présenté au procureur de la République, qui, lui, va saisir par réquisitoire introductif le juge d'instruction. Le juge d'instruction va interroger M. Alain. Et s'il pense qu'il y a des soupçons de culpabilité concernant M. Alain, il va le garder en détention préventive. Et qu'il il a va possibilité de fuir, ouais. jusqu'à 6 ou 8 mois. Et c'est après qu'il va aller devant le juge, c'est-à-dire le magistrat assis, qui, lui, va attendre, comme elle l'a si bien dit, l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, le procureur de la République, la défense, c'est-à-dire les avocats de M. Alain Toussaint. Et au regard donc de ce procès contradictoire, dit équitable par madame, le juge assis, c'est-à-dire le président, le juge du siège, va rendre une décision pour dire M. Alain Toussaint, contrairement aux accusations portées par le ministère public sous instigation de M. Brice, n'est pas coupable. Et c'est le cas. D'ailleurs, je lui rends le téléphone. Merci. On a retrouvé le téléphone. C'est la bonne nouvelle. Merci, C'est là qu'on voit que l'appareil judiciaire est très complexe. Parce qu'une fois que vous avez affaire à l'appareil judiciaire, que vous êtes rentré dans le système, c'est très difficile. Mais c'est là surtout qu'on voit qu'il faut faire attention quand on veut s'exprimer sur les questions de justice. Et grâce à vous, Mélissa, nous avons aujourd'hui cette jolie mise en garde, ce joli avertissement. Et on fera attention à ce qu'on dit. Et voilà. Présumé innocent. Non, Je pense qu'à la fin de cette émission, j'aurai pour vous un petit gâteau. Enfin, on va à la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de André Bois, monsieur Alain Toussaint, madame Edith Boubleu. Je sais, vous êtes mon frère, je ne mets pas de monsieur pour vous, André. Et notre invité ce soir pour nous accompagner au talk est monsieur Geoffroy Julien Kouao, il est juriste, politologue et écrivain. Monsieur Geoffroy Julien Kouao, en votre compagnie et avec les autres, nous abordons la deuxième partie de notre émission. Et bien celle-là consacrée à la politique en Côte d'Ivoire. Et puis cette politique-là connaît un nouveau tournant avec l'élection donc du tout nouveau président de l'Assemblée nationale, en personne de M. Adama Bictogo, qui a été... je plante un peu le décor. Alors, André, plantez-nous un peu, faites-nous revivre un tout petit peu en compagnie d'Alain Toussaint. C'est comme deux reporters, là. L'ambiance au niveau de l'hémicycle aujourd'hui. Beaucoup plus Alain Toussaint pour aujourd'hui. Moi, je vais rappeler ce qui s'est passé juste avant aujourd'hui. Vous rappelez que le score, c'est ça? Non, mais juste avant aujourd'hui, on peut le rappeler, on a perdu donc le président Amadou Soumaoro. Il était question... justement pour l'Assemblée nationale de repartir avec un nouveau président comme le stipule le règlement, surtout de repartir pour l'élection d'un nouveau président, parce que par le passé, on aurait pensé que le vice-président, le premier vice-président aurait pris directement la présidence, ce n'est plus le cas. Donc on était dans un contexte quand même où on aurait pu penser à plus de velléité de candidature. Il n'y en a pas eu, il y a eu une forme de consensus un peu... de tous les côtés. On a vu donc quelques candidats un peu à la manœuvre, c'est le cas de Bictogo. Et finalement, on s'est retrouvé ce matin avec deux candidats. Que s'est-il passé ce matin, M. Alain Toussaint? Bon, ce matin, c'était une forme de renaissance de l'unité nationale au Parlement, au travers d'un consensus qui a permis à M. Bictogo de remporter l'élection.
en dépit de la présence d'un candidat dissident, enfin d'un candidat issu des rangs du PDCI, malgré l'appel du groupe parlementaire PDCI, associé au groupe parlementaire PPACI, qui appelait, EDS. Voilà, EDS qui appelait à voter Adama Bictogo. On s'est rendu, on se souvient en tout cas des visites rendues par M. Adama Bictogo dans du congrès du PPACI. Oui, PPACI, mais après, même pour la campagne, il allait rendre visite à M. Il a fait la tournée des états-majors. Et je pense que c'est... Son lobbying a payé. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que même les partis d'opposition, donc le PDCI avait encore émis des réserves, contrairement par exemple à M. Mabry, qui tout de suite avait annoncé qu'il voterait pour M. Bictogo. Le PDCI avait encore... Non, je pense que c'était pour la forme. C'était déjà acquis. Le président Bédié avait donné des instructions pour laisser le champ libre à M. Bictogo. Bon. Maintenant, je ne sais pas si la démocratie est gagnante, parce que le candidat du PDCI, enfin, le candidat issu du PDCI s'est trouvé un peu isolé, voire même objet de moquerie, parce qu'il avait un temps de parole de 10 minutes. Au bout des 10 minutes, son micro a été coupé, donc il n'a pas pu terminer sa déclaration qui motive sa candidature. J'ai trouvé cela quand même un peu compliqué. Et après... Ce sont les règles de prise de parole. Oui, mais en même temps, dans un moment aussi exceptionnel, face à l'unanimisme des grands partis, on aurait pu le laisser terminer. Mais après, il a eu Non, mais il est revenu, il a eu la parole, et là, il a pris la parole après la déclaration du groupe conjointe là, de PPACI-PDCI. On aurait pu penser qu'il allait dire, bon, je renonce à ma candidature, je me soumets aux institutions de mon parti. Malheureusement, il a continué en parlant de la possibilité d'un miracle électoral qui lui permettrait de gagner. Donc je pensais quand même que là, il a manqué un peu de lucidité, compte tenu quand même de Non, il avait peut-être une grande foi, il faut prendre ça comme ça. Oui, c'est soit il manque de lucidité ou il a une grande foi. Geoffroy, dites-nous, en tant que politologue, qu'est-ce que cette scène aujourd'hui, cette situation au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Ça éveille en moi le refus de la démocratie et la nostalgie du parti unique. C'est ça. Vous savez, ce qui fait le charme de la démocratie, c'est l'élection concurrentielle. C'est la bataille électorale. Et là, dans l'hémicycle, nous avons quatre groupes parlementaires. C'était là l'occasion pour chacun de ces groupes-là de présenter un candidat et de nous dire idéologiquement ce qu'il entend faire au perchoir. Malheureusement, il y a eu un consensus, une unanimité soviétique qui déconstruit totalement notre démocratie. Mais monsieur Kouao, peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de dire que pour une fois, on ne va pas en opposition juste pour faire de l'opposition. L'Assemblée nationale, ce n'est pas le lieu de vous avez parlé de discours unique, c'est le lieu où on débat, c'est le lieu où on peut, dans un conflit, pouvoir discuter. Non, le débat n'a pas été empêché, mais je veux dire, le signal, à mon avis, c'est vrai, ils ont dans le communiqué, dans le discours, il a été dit, la Côte d'Ivoire fraternelle, on le fait pour la paix, on le fait pour la réconciliation. Il y a eu un dialogue politique, il y a eu plusieurs étapes de ce dialogue politique qui a été finalement un signal fort de ces différents partis pour inviter leurs partisans et la Côte d'Ivoire à accepter de se réconcilier. L'Assemblée nationale, c'est tout autre chose. Je veux dire, même si on sait on est certain de ne pas gagner, mais se rallier... Moi, je pose une question très simple. Non, je n'ai pas terminé. Quel est le message qu'ils ont envoyé finalement à leurs différents militants? Je suis allée regarder sur la page du PPACI, je n'ai pas vu de communiqué annonçant que notre vote ne sera pas secret, que nous, PPACI, nous allons soutenir la candidature de Adama Bictogo. Je n'ai pas vu sur également les autres pages des partis politiques. Je me demande quel message ils ont finalement envoyé à leurs différents partisans. Mais alors, moi, j'essaie de comprendre. Dans le principe, le groupe parlementaire, ce n'est pas forcément le parti politique. Non, ce n'est pas forcément le parti politique, mais nous avons derrière une base. Oui, ça, on le comprend. Mais et qui nous a voté. Et la base, en l'occurrence, qu'on peut dire, ce sont les députés. Et je pense que les députés, à un certain moment, peuvent prendre des décisions par rapport à la façon dont ils pensent que l'hémicycle devait pouvoir gérer sa démocratie interne. Si vous imaginez qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale
c'est pas parce qu'on a décidé d'apporter notre vote, notre soutien à son élection, que ça va rendre monocorde ou monocouleur, permettez-moi une expression comme ça, les débats à l'Assemblée nationale. On peut estimer que la personne qui est en train de chercher à devenir présidente a en son sein un certain nombre de qualités. Je considère que le lobbying du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a bien fonctionné. On a parlé tout à l'heure des différentes rencontres qu'il a eu à faire. Mais ils estiment que c'est l'homme de la situation. Non, mais Oui, non, au-delà- s'ils au-delà estiment du que c'est lobbying, l'homme de moi, sa je pense situation, que pour moi, le l'enseignement vote qu'on est aurait- secret. Et surtout, ce sont des partis d'opposition. Quand on parle de partis d'opposition, ça n'a rien à voir avec le fait d'envoyer les gens dans la rue. Ça n'a rien à voir. Ce sont des partis Non, mais d'opposition. Edith, Ils ont une sur- idéologie. Sur ça, on peut se parler. Non, on comprend qu'ils aient une idéologie, mais on est dans un cadre d'une assemblée. Une assemblée avec des réalités en termes de nombre de votants, etc. Je pense que ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que de toutes les façons, la bataille était quand même... Il faut 127 Oui, c'était voix. perdu d'avance, de Il toute faut façon, 127 voix pour pouvoir avoir la majorité lors de l'élection, si on prend les 255 députés. Le RHDP en a 137. Donc, à ce niveau-là, quand même, tout le monde comprend que, J'étais de déjà toute façon, c'est gagnant. le parti du RHDP. Donc, je veux dire que ça peut fonder les uns et les autres à engager un autre type de rapport avec la majorité parlementaire. Et pour moi, c'est un jeu politique. Elle avait des chèques. Et le jeu politique aussi va avec, j'allais dire, des accords, avec des façons de travailler. Dans ce cas, par exemple, nous, ce n'est pas constitutionnel, mais par exemple, c'est un membre de l'opposition qui est président, par exemple, d'une commission, la commission de l'environnement, par exemple, avec le ministre Émile Guirié-Hulou. Donc, je veux dire que tout ça, ça participe aussi des accords de fonctionnement d'une assemblée qui n'est quand même pas l'État, on va dire. Ça reste des députés qui votent. Monsieur Kouao, qu'est-ce que ça a comme conséquence, que ça pourrait avoir comme conséquence qu'aujourd'hui, il y a eu cette forme d'union sacrée autour de M. Bictogo? Oui, la première conséquence que je vois, c'est que cette situation va mettre à mal la séparation des pouvoirs. On aura désormais un alignement des pouvoirs. À partir du moment où tout le monde a capitulé pour se mettre derrière le candidat du RHDP, alors que les projets de loi viennent du pouvoir RHDP, ça veut dire que l'Assemblée nationale ne jouera pas son rôle de contrôle de l'action gouvernementale Non, mais c'est et que je ne va partage pas, s'aligner Geoffroy, de fait sur deuxième Mais élément. pardon, sur cette question, permettez-moi, sur ce point, permettez-moi de poser une question. Est-ce que parce qu'on a participé à l'élection du président de l'Assemblée nationale, que les prochains projets de loi nous obligent à être d'avis de facto avec Non, eux? vous avez totalement raison. Mais l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est l'Assemblée délibérante. C'est l'incarnation parfaite du débat contradictoire, du débat démocratique. Et le multipartisme se justifie par l'existence de plusieurs partis qui n'ont pas la même manière de voir la gestion de l'État. Et ces partis-là se retrouvent à l'Assemblée nationale pour, n'est-ce pas, alimenter le jeu démocratique. Certes, le RHDP avait une majorité écrasante et pouvait gagner facilement cette élection. Mais de façon symbolique, les partis d'opposition devaient présenter des candidats pour magnifier la démocratie. Je vous donne un exemple. Les raisons évoquées sont les suivantes. La fraternité, la paix. Ce qui veut dire quoi? Qu'en 2025, au nom de la fraternité et de la paix, le PDCI ne présentera pas de candidat, le PPRC ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. Voici des questions inaugurales. Moi, je pense que c'est une séquence très, très intéressante qui nous assure au moins la tranquillité lors des prochaines élections. C'est certain. Puisqu'ils ont signé un pacte pour l'unité, la réconciliation. Et voilà, donc je pense que Vous c'est... n'avez pas lu, non, vous n'avez pas lu non, quelque part au le niveau de contexte. ce pacte-là que pour l'Assemblée nationale? C'est peut-être écrit quelque Non, part. le contexte. Non, mais c'est pas cela le va même. au-delà, puisqu'on nous annonce une rencontre prochaine des Entre les trois trois leaders, partis, oui. président Ouattara, président Bédié et président Gbagbo. Bon, voilà, mais ce que dit Geoffroy n'est pas totalement faux. Maintenant, présenter un candidat coûte que coûte à une élection qui est déjà perdue d'avance, je ne pense pas que ce soit vraiment l'expression d'un engagement pour la Oui, mais démocratie. il aurait dû s'abstenir que de soutenir le candidat. Non, de l'abstention, la ce majorité. n'est pas le même message que soutenir ou bien Oui, ne pas oui, présenter le candidat. évidemment, vous avez totalement Voilà. raison, mais ça crée une certaine confusion. Bien sûr. Ça crée une certaine confusion. Aujourd'hui, on tend à aller vers l'unanimité. C'est ça. Hein? Que diront demain les députés PDCI, PPACI, EDS et autres lorsque le président de la République va proposer, va
mettre devant le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi allant contre leurs valeurs. Mais par exemple, le changement d'âge là pour l'éligibilité, Oui. je pense que d'ici Est-ce qu'au nom de la quelques fraternité, semaines, de la Côte d'Ivoire fraternelle, ils se rallieront sur les positions du parti au parce que pouvoir? la La question à se poser. La présidence et puis les débats. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ce lien-là, mais pour moi, il n'existe pas. Je comprends la pertinence de ce que vous dites, mais je pense qu'on est aussi sur des choix politiques. C'est-à-dire que les gens ont ces jugé... interrogations sont légitimes. Non, personne ne dit ça, parce que je dis que c'est pertinent, mais on est quand même sur des choix politiques. Dans le cadre d'une élection, dans une assemblée, ils ont jugé, compte tenu du fonctionnement de cette assemblée, parce que demain, ils auront à obtenir, je ne sais pas, certains se plaignaient, on a moins de vice-présidents, on a moins de... Je pense que ça aussi, ça fait partie du fonctionnement interne de l'assemblée, et par rapport à ça, on peut obtenir des choses. Après, pour ce qui est des débats démocratiques autour de ce qui nous lie, c'est-à-dire que la loi, etc., je pense que chaque parti politique, en fonction de son projet de société, va arbitrer et va voter la loi en toute conscience. Mais d'ailleurs, il y a 1 ou 2 numéros de notre émission, on avait déjà parlé des contreparties qu'obtiendraient ces mouvements politiques-là. En démocratie, il n'y a pas de contrepartie. Oui, mais justement... Il y a des batailles idéologiques et parce qu'on n'a pas la même manière de voir... je vous donne un exemple. Moi, je suis par exemple écologiste, c'est un exemple que je donne. Très bien. Je pense qu'il faut mettre en avant la question environnementale. Très bien. La Côte d'Ivoire, en 60 ans, a perdu 90% de sa surface forestière. Pour moi, la priorité, c'est de retrouver cette surface verte. Et donc, là, je n'ai pas de concession à faire. Si, à l'Assemblée, je n'ai pas la majorité, je vais vers les électeurs, quitte à me donner la majorité. Mais je n'essaie pas de négocier. Ouais, c'est ce qui a fait perdre les écologistes tout récemment, avec la tactique un peu de Nicolas Hulot. C'est-à-dire, on va vers le pouvoir, on essaie de négocier avec lui. On ne négocie pas avec un pouvoir. Un pouvoir, dans le cadre démocratique, on le combat avec les urnes. Alors, j'allais terminer... Et là, il y avait les urnes, malheureusement, le PDCI... à l'Assemblée, la demande principale des députés, de l'opposition et même du pouvoir était l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et M. Bictogo, le président Bictogo, dans sa première déclaration post-élection, a donné suite à ces demandes-là, notamment 4 assistants parlementaires pour le groupe RHDP, 3 assistants parlementaires pour le PDCI et le EDS-PPACI et 2 pour l'IDPCI. Donc, ce sont des demandes dont j'imagine que le soutien à la candidature était, disons, motivé. Motivé notamment par le fait que des réponses soient apportées à leurs préoccupations. Parce que le président Bictogo a également dit que cela permettrait plus d'efficacité, d'efficience dans le travail pour ces députés-là. Donc, voilà la réponse à ce positionnement des députés. Mais ce sont des intérêts purement égoïstes. Oui, mais c'est ce qu'on dit. L'Assemblée nationale est là pour agir pour l'intérêt général. Et lorsque on met l'accent sur des intérêts aussi égoïstes, c'est inquiétant pour notre vie. Vous allez me parler de vos inquiétudes là où je ne suis pas d'accord, très rapidement, en un seul mot, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas un intérêt égoïste que d'avoir des assistants parlementaires. Ça permet de mieux organiser le travail du groupe parlementaire, etc. Monsieur Kouaou nous expliquera pourquoi il est inquiet. Ses propres partisans, voilà, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Très bien, on va à la pub. La question de l'Assemblée nationale est abordée ce soir sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos invités. Monsieur Geoffroy Kouaou, politologue, écrivain, il est juriste. Madame Edith Broubleu, journaliste, au même titre que Alain Toussaint et André Bois. Oui, André. Non, mais je voudrais, parce qu'on était sur un débat qui m'intéresse, en fait, mes camarades ont tenté de négliger quand même je ne vais pas appeler ça prouesse politique, mais quand même le coup politique joué par Bictogo. Non, ça je vais saluer. Il faut qu'on salue quand même le fait qu'on est quand même dans un contexte politique où il y a beaucoup de dissensions. Et réussir quand même comme ça à faire renoncer et le PDCI, PPACI et EDS, je trouve que quand même Bictogo quand même se part d'habits d'homme politique qui est capable d'unir des personnes, de rassembler. D'unir, vous dites unir, mais c'est quelque chose qu'il faut souligner. Faire taire. Oui, c'est ça. La recherche de l'unanimité n'honore jamais la démocratie.
Je pense que M. Bitogo est un homme politique de premier plan en Côte d'Ivoire, une figure majeure de la majorité présidentielle. Il n'avait pas besoin de cette élection à la soviétique. Je pense que dans une démocratie, l'élection, c'est la majorité plus 1. C'est largement suffisant. Et je pense que l'Assemblée nationale doit savoir qu'elle a deux principaux rôles. Voter la loi et contrôler l'action gouvernementale. On est d'accord. Et il faudrait que la nouvelle Assemblée ou bien le nouveau président s'y attelle. Il faudrait que les lois de règlement mettent vraiment l'accent sur l'exécution du budget. Il faudrait que davantage on convoque les membres du gouvernement devant les différentes commissions, les 6 commissions, pour qu'ils se prononcent sur les questions. Et autre chose, et là je m'adresse aux législateurs en général, aux constituants ivoiriens, c'est de faire en sorte qu'il y ait une redevabilité politique à l'Assemblée nationale. Autrement dit, il faudrait que le gouvernement, devant l'Assemblée nationale, puisse être sanctionné en cas de besoin. Mais aussi les députés eux-mêmes, avec les sénateurs. Tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire qu'une fois qu'un député est élu, et il peut faire ce qu'il veut, et voilà, on a vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui au sein de l'Assemblée, sans qu'ils puissent être sanctionnés par les électeurs ou par leur base. Il faut essayer de voir comment on peut réécrire ces tests-là pour introduire la redevabilité politique au sein de notre jeu politique. Là où je ne suis pas d'accord encore avec Geoffroy, c'est quand il dit que les conditions de l'élection importent peu, genre c'est majorité plus 1. Mais non, politiquement, Geoffroy, quand on est élu avec une majorité confortable, il y a une forme de légitimité qui permet justement à celui qui est élu de mieux engager son action. Et je pense que ça, ce n'est pas des choses à négliger, surtout que nous sommes, et je le rappelle, on est dans des contextes où ce n'est jamais évident d'obtenir l'accord de tous. Et je pense que le fait d'être un président aujourd'hui qui s'entend avec, enfin en tous les cas, qui a été élu par l'ensemble des groupes, oui. On peut avoir une assemblée qui va mieux travailler les dossiers, qui va mieux travailler notamment les procédures. Parce que très souvent, les opposants se plaignent, ils n'ont pas le temps. Si ils ont été pour quelque chose dans l'élection du président, je pense qu'à ce moment-là, le président peut leur être redevable pour l'organisation, justement, on va dire, des différents votes et des différents... Alors, pour passer à autre chose, que pensez-vous que M. Bitogo sera comme président de l'Assemblée nationale? Il sera quel type de président? Qu'est-ce qu'il apportera à cette institution? Je pense que déjà avec le coup de maître qu'il a réussi et à savoir avoir l'assentiment et le ralliement de la classe de l'opposition ivoirienne pour son élection, c'est déjà un bon coup. Et ça montre que c'est un excellent lobbyiste. Et derrière, je pense que pour sa gestion de l'Assemblée nationale, elle sera certainement rigoureuse, comme il gère ses différentes entreprises. Il va certainement ramener de bonnes pratiques. Vous ne dites pas que ses collègues députés sont ses employés, non? Non, je parle, non. C'est vrai que c'est un parallèle, mais je dis qu'il va ramener certainement des bonnes pratiques qu'il apporte en tant qu'entrepreneur dans ces différentes entreprises. Donc la rigueur, le management, il apportera certainement cette expertise-là dans sa gestion de l'Assemblée nationale. On a vu les différentes demandes de l'opposition auxquelles il a prévu de répondre avec les assistants parlementaires et tout ça. Je pense qu'il va ramener quand même de bonnes pratiques et avoir une bonne gestion rigoureuse de l'Assemblée nationale. Je ne demanderai pas à Geoffroy pourquoi il sourit, mais... Je le garde pour la fin. D'accord. Non, je pense que Dito a déjà bien résumé le parcours. Durant la campagne, il a fait montre d'esprit d'ouverture. Il est candidat du consensus et il sera un président du consensus. Il y a des lois certainement qui vont passer devant les députés. Et j'imagine que le contexte actuel va conditionner peut-être... comme on dit, des procédures un peu plus paisibles. Alors, c'est là que je vais peut-être utiliser Geoffroy pour essayer de vous taper là-dessus. Mais quand vous dites président du consensus, là où on est censé ne pas toujours avoir du consensus, on doit avoir du conflit, de la discussion. La réalité, c'est qu'il a en quelque sorte désarmé les autres partis politiques qui vont l'accompagner durant le reste de la mandature. Donc, moi, je pense que c'est un climat qui n'est pas mauvais. En 2023, il y a des élections. On est un peu fatigué des palas politiciennes, vous voyez. On verra ce qui va en être des nouvelles lois concernant le processus électoral. C'est là où on verra si ce consensus est un consensus mou ou quelque chose de durable, vous voyez. Donc,
On les attend en tout cas à l'épreuve des prochains rendez-vous, notamment dans l'étude des lois au Parlement. Non, mais consensus, enfin, je vois votre question, consensus ne veut pas dire absence de débat. Parce que le débat, il existe pour que finalement on s'entende sur quelque chose. Voilà, c'est ça le consensus, c'est qu'à la fin on dit, bon ok, on a énormément, chacun a présenté ses arguments, mais il faut un point vers lequel nous pouvons tous aller. Donc je pense que pour moi, cette méthode de gestion même de l'espace public, le consensus me semble être quelque chose qu'on peut étudier. Il faut que les politologues et nous-mêmes les observateurs, on regarde tout ça pour voir comment on peut mettre ça en place. Moi, la première chose aussi que je vais, parce que vous posez la question de quel président il pourrait être, mais il y a une chose qu'on ne souligne pas, c'est un vrai paradoxe. Quand on regarde l'ensemble de ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, ils ont plusieurs années dans l'exécutif, à un poste important. C'est-à-dire soit ils ont été ministres pendant des années, mais ce n'est pas le cas de Bictogo. C'est-à-dire qu'on a en face de nous quand même, quoi qu'on pense, un président de l'Assemblée nationale qui va occuper un poste qui est quand même pour lui quelque chose, quand même il faut le dire, d'assez inédit, parce qu'il n'est pas resté longtemps ministre, je crois à peu près 1 an. Moins d'1 an. Oui. Moins d'1 an. Donc quand même, ça, il y a une chose à souligner. En réalité, c'est un cacique, sans être un cacique de l'exécutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas très impliqué dans la gestion quotidienne de l'État. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit souligner. Il a là encore ses preuves à faire. Donc si on veut se poser la question de savoir... Parce que je vais vous poser la question, quand vous relevez ça, est-ce que c'est un bon point ou un moins bon point? Non, c'est un bon point parce que je pense que de sa position, il y a des critiques sur, comment vous appelez, le RHDP, sur le RHDP et sa gouvernance. Je pense qu'il peut avoir une position où il a pu observer, lui, un certain nombre de choses. Et s'il met ça au profit de l'Assemblée nationale pour aider à mieux organiser l'État, je pense que ça peut être un atout finalement de n'avoir pas été impliqué comme ça, de n'avoir pas avoir beaucoup d'intérêt à détricoter parce qu'il est resté un peu... Très bien. Geoffroy? Oui, non, je pense qu'il a des qualités intrinsèques, c'est un homme politique averti. Ce que moi je lui demanderais, c'est d'être assez présent à l'hémicycle pour présider les débats et arbitrer les débats. Parce que très souvent, les présidents de l'Assemblée nationale brillent par leur absentéisme héréditaire et voire congénital. Donc, il doit remédier à cela. Deuxièmement, le reproche que l'opposition faisait au défunt président, c'était le fait qu'elle n'était pas assez représentée au sein du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 100 de la Constitution ivoirienne. Je pense que M. Bictogo doit veiller à cela, permettre à l'opposition d'être présente relativement à sa représentativité. Et il faut qu'on sache une chose, l'Assemblée nationale, c'est un contre-pouvoir. C'est le premier contre-pouvoir contre l'exécutif. L'exécutif administre et le Parlement veille à la bonne administration de l'exécutif. Et donc, le discours consistant à dire nous allons nous aligner sur le discours du président, nous n'allons pas porter la contradiction à l'exécutif, c'est un discours extrêmement impolitique. Vous pensez qu'un vent nouveau souffle sur l'Assemblée nationale? Oui, ça c'est sûr. Tu vois, avec ce qui vient de se passer, il faut reconnaître que depuis l'ouverture de cette législature, ça a quand même été difficile. On avait un président qui n'était pas présent, on comprend pourquoi. Et là, on a un président, et comme l'a dit Geoffroy, c'est un président qui doit marquer la différence par sa présence continue à l'Assemblée nationale et pour gérer les débats, pour les arbitrer, pour mieux organiser justement et j'espère l'ensemble des échanges. Avec ce ralliement des partis d'opposition, j'espère également qu'on n'aura pas beaucoup de sorties, comme on avait l'habitude de le voir, du président Adama Bictogo à l'encontre de ses opposants. Non, mais là, il est président maintenant. On verra à l'épreuve de la présidence. Voilà. Bon, alors, pour terminer l'émission, j'ai un petit casse-tête. Je ne sais pas, vous m'aiderez à le résoudre. On va regarder le casse-tête. Guillaume Soro disait que je suis son frère. Vous lui avez dit qu'il est votre fils. Je suis heureux de saluer mon père. Merci. C'est un fils que vous connaissiez? Oui, ça me rappelle un peu la fable de La Fontaine. Le renard et le corbeau. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà, non, parce que c'est la vraie question. Est-ce qu'il se moque un peu de nous ou bien il apprécie nos façons, nos culturels, culturels, oui. Je ne sais pas. Dans tous les cas, attention aux familles recomposées.
J'attendais celle-là pour la faire, Alain Toussaint. Parce qu'on était très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.